Bien, bonjour à tous. Vous y êtes? Alors, on devrait terminer aujourd'hui, j'espère, l'examen de la philosophie théorique de Kant. On passera ensuite, à partir de la prochaine séance, à sa philosophie pratique, et puis brièvement à sa philosophie politique. Je voudrais essayer de faire un rappel un peu différent des autres fois, parce que je vous ai trouvé particulièrement endormi la dernière fois quand je vous ai fait le long rappel sur Kant. Je me suis dit que vous étiez complètement perdu avec Kant. Alors j'aimerais essayer de faire quelque chose d'un peu plus participatif en vous demandant pour commencer, c'est vous qui allez faire le rappel. Donc on étudie la philosophie théorique de Kant. Quel est le problème auquel Kant veut répondre? Quel est le but de sa philosophie théorique? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qu'il cherche à faire quand on se casse la tête avec lui depuis 3 semaines, mais il ne faut pas perdre le fil? Qu'est-ce que... Oui, Mathéo? Prouver que la métaphysique est possible, et la métaphysique est définie comme un savoir a priori. Ok, donc prouver que le savoir a priori est possible, prouver que tout savoir a priori, toute connaissance a priori est possible, ou quelque chose d'un peu plus précis que ça? Rien? Surtout les jugements synthétiques. Exactement, les jugements synthétiques a priori. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de jugement synthétique a priori? Les mathématiques, pour lui. Les mathématiques, exactement. Hein, les mathématiques, pour lui, c'est le paradigme de jugement synthétique a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui allez me le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement synthétique? À quoi ça s'oppose? Mathéo? Un jugement analytique. Ouais. Un jugement analytique, c'est où on fait que déplier un concept. Très bien. Un jugement analytique, on déplie un concept. Un jugement synthétique, on gagne de la connaissance. D'accord? On étend notre connaissance. Et l'idée de Kant, c'est, en philosophie en général, on produit un certain nombre de connaissances par la pure réflexion. Et il y a un cas de connaissance a priori synthétique qui est parfaitement limpide pour lui, qui est contesté par personne, parce que d'aucuns peuvent dire la philosophie c'est n'importe quoi, mais les mathématiques, personne ne va dire les mathématiques c'est n'importe quoi. Et pourtant, on a bien là un type de connaissance a priori qui est synthétique, et l'obsession de Kant c'est de savoir comment est-ce qu'on rend compte du fait que ça c'est possible. D'accord? Comment est-ce que, en fermant nos yeux, on peut étendre notre connaissance? D'accord? Ça c'est le problème de Kant. Est-ce que là-dessus, tout le monde est parfaitement au clair maintenant? Autant qu'on puisse l'être. Très bien. Ça, c'est le problème de Kant. Et maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, quelle est la solution de Kant? Comment est-ce qu'il répond à ce problème-là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut connaître a priori, qu'on peut étendre notre connaissance a priori? Plus dur tout de suite. La clé de sa solution, c'est quoi? Oui. Ouais. J'ai l'impression en incluant les mathématiques, en disant que qu'on utilisait les formes qui étaient présentes dans notre esprit, c'était un moyen pour lui de soutenir le fait qu'on ait savoir du jugement synthétique a priori, même si on a plutôt l'impression, on aurait plutôt tendance à dire que les mathématiques, ce serait pas vraiment des jugements synthétiques, lui, il le soutient. Alors, votre dernière phrase, ça c'est juste redire le problème. Que les mathématiques sont des jugements synthétiques, ça c'est justement ce qu'on veut résoudre, d'accord? Mais le début était mieux. Qu'est-ce que c'est quelle est la clé de la solution de Kant? Donc, le problème, vous voyez bien, c'est comment je ferme mes yeux, j'arrive à avoir des lois qui concernent tous les objets, ok? Des lois mathématiques qui concernent tous les objets. Comment ça c'est possible? Comment c'est possible que sans regarder le monde extérieur, je puisse découvrir des vérités a priori et synthétiques qui vont s'appliquer, comme les mathématiques et la géométrie, à absolument tous les objets autour de nous. Si deux lignes sont parallèles, elles ne se recoupent jamais. Ça, c'est valable pour toutes les lignes parallèles que vous pouvez voir ici, ou des approximations de lignes parallèles. Cyril? Je suis juste pas sûr de la terminologie, mais par une forme d'internalisme,
va défendre que le monde tel que l'on le connaît existe dans notre esprit. Vous allez dans la bonne direction, mais vous avez raison de ne pas être sûr de la terminologie. Karina? Oui. Je ne suis pas sûre non plus, mais de ce que je me rappelle, l'histoire, c'était que la raison, elle voit que ce qu'elle produit. Et donc, bon, après, les nouvelles, je n'avais pas très bien compris comment on pouvait les voir, mais en gros, on ne les voit pas directement. On met directement les formes de la sensibilité, Oui. l'espace et le temps. Uh-huh. Et donc, comme c'est la raison, les produits, on peut les voir a priori. Très bien. Donc, si vous mettez ensemble la réponse de Karina et la réponse de Cyril, on a l'essentiel des choses. Donc, comment est-ce qu'on peut, en fermant les yeux, découvrir des lois qui valent pour tout le monde extérieur? Ben, simplement parce que ces lois, c'est des lois de notre esprit, de notre entendement, d'accord? La géométrie, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine mathématique qui décrit non pas un monde extérieur qui serait indépendant de nous. Si on n'existait pas, il n'y aurait pas de géométrie. Qu'est-ce que fait la géométrie? Elle décrit quoi? C'est la dernière chose que vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est? Mélina? De notre entendement, non. Mais de notre pensée, Avant l'entendement, il y a quoi? Vous vous souvenez? La faculté qu'il y a avant l'entendement? Oui. La sensibilité. Hein? Donc la géométrie, elle décrit les formes pures de la sensibilité ou de l'intuition. Okay? C'est quoi les deux formes pures de la sensibilité ou de l'intuition? Il n'y en a que deux? Oui. L'espace et le temps. D'accord? La géométrie, elle décrit la structure de l'espace, et puis l'arithmétique décrit la structure du temps. Ok? 1 plus 1 plus 1, on imagine que quand on compte, on ajoute dans le temps. D'accord? Donc ça, c'est la solution de Kant. Comment est-ce qu'on peut connaître a priori, on peut avoir des connaissances synthétiques a priori arithmétiques et géométriques? Ben simplement parce que ces connaissances, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elles ne portent pas sur le monde extérieur, mais elles portent sur la structure même de notre sensibilité. D'accord? Cyril disait tout à l'heure, c'est une forme d'internalisme. Ce n'est pas le terme qu'utilise Kant. On peut le décrire comme ça, mais internalisme, comme beaucoup de termes philosophiques, malheureusement, c'est utilisé pour tout un tas de choses. Plus rarement pour Kant, c'est plutôt une forme de ce qu'on appelle idéalisme. Et Kant lui-même appelle ça un idéalisme transcendantal. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'espace et le temps, on pensait qu'ils existaient en dehors de nous, mais en fait, c'est des structures de notre propre constitution, de la nature humaine. D'accord ? Donc si on n'est pas là, il n'y a pas d'espace et de temps à l'extérieur. Tout ça, ça vient de nous, de la structure de notre sensibilité. Charlotte. Mais il n'était pas absolument déterminé à ne pas se nommer idéaliste. Alors, il dit « je suis un idéaliste transcendantal », mais dans un autre sens, je ne suis pas un idéaliste. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'il n'est pas un idéaliste dans l'autre sens? Oui. Parce qu'il y a des noumènes. En dehors de nous, il y a des noumènes qui sont inaccessibles, d'accord? On ne peut pas les voir. Tout ce qu'on voit, nous, c'est des phénomènes. Si on n'était pas là, il resterait quelque chose, à savoir les noumènes, d'accord? Mais on ne peut rien en dire. On ne peut pas dire qu'ils sont dans le temps et dans l'espace, parce que le temps et l'espace, c'est nous qui imposons ça sur le monde. On ne peut pas dire, on va le voir aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils entrent dans des relations causales, parce que la causalité, ce n'est pas une forme pure de l'intuition, mais ça va être une catégorie a priori de l'entendement. Hein, donc Mélina, vous disiez tout à l'heure, c'est une structure de l'entendement. C'est pas, donc, souvenez-vous qu'il y a deux étapes chez Kant. Il y a le matériau brut des sensations, ça arrive vers nous, des noumènes, c'est quelque chose de très informe, très bordélique, on ne peut pas dire grand-chose à son sujet. On impose sur ce matériau brut des sensations l'espace et le temps. Ici, on est dans la sensibilité, d'accord? Là, mathématiques, géométrie, arithmétique. Et puis après, cette première constitution, j'arrive tout de suite, Jean, ce premier objet de l'intuition, il va vers l'entendement, et l'entendement va lui appliquer d'autres catégories. Donc l'entendement, c'est les concepts, cette fois. Hein, on est dans la pensée plutôt que dans l'expérience. Il va lui appliquer notamment les concepts de causalité, d'unité, et on verra les 12 catégories de l'entendement dans un instant. Donc ça, c'est pour vous rappeler le schéma de Kant. Et un problème, une objection à laquelle j'ai fait allusion plusieurs fois, mais qui est une objection fameuse contre Kant, c'est de dire la causalité, elle arrive qu'au bout. C'est les catégories de l'entendement qui vont appliquer la notion de causalité sur les choses qui sortent de l'intuition. Mais donc Kant ne peut pas dire que les noumènes qui sont là à l'extérieur duquel dépend son réalisme causent en nous des sensations. D'accord ? Donc comment est-ce que les noumènes ont un impact sur notre système cognitif? Ça, c'est un grand mystère. Jean, peut-être après, j'avance un peu pour vous montrer le schéma, pour remettre tout. Alors, oui, Jean. Oui, après, très brièvement ce que c'est les noumènes. Qu'est-ce que c'est que les noumènes? Quelqu'un peut rappeler très brièvement à Jean ce que c'est que les noumènes? Cyril? C'est une sorte d'identité qu'on ne peut pas décrire, ou du
l'écrire négativement, sans de séparation, de temporalité, sans forme. Donc c'est quelque chose qui existe indépendamment de nous, mais ça c'est déjà une caractérisation presque négative. Quand on dit explicitement, on ne peut rien en dire positivement. Vous ne pouvez pas dire qu'il a une forme, vous ne pouvez pas dire qu'il a une couleur, vous ne pouvez même pas dire qu'il cause le noumen, mais c'est ce qu'il y a en dehors de nous, et en même temps il dit qu'il est à l'origine des sensations. Et c'est là où il y a beaucoup de commentateurs qui lui sont tombés dessus, et d'autres philosophes, disant, mais comment il peut être à l'origine des sensations si tu dis que il n'y a pas de causalité dans les noumens. Je vous montre peut-être le schéma que je fais apparaître un peu plus tard, mais que j'ai repiqué à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui, par ailleurs, sur Internet, mais qui vous parlera peut-être plus que mon schéma avec la pâte, et qui est très bien fait. Donc vous avez le monde extérieur, c'est les noumens ou les choses en soi, hein, c'est la même chose, c'est deux expressions pour la même chose. Et puis ces noumens, ils vont avoir un impact causal, problème que je viens de vous dire, sur nos yeux, nos oreilles, etc. Ça va produire en nous des sensations. Les sensations, c'est quelque chose d'informe, ça va dans tous les sens, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps encore. Et là, on va passer dans la sensibilité. Que va faire la sensibilité? Elle ajoute aux sensations l'espace et le temps. Okay? Donc, elle les organise dans l'espace et dans le temps. Ça vient de nous, ça, la sensibilité. Tout ce que vous avez là, c'est des choses qui sont des constitutions de notre nature humaine d'être connaissant. Et puis, une fois que la sensibilité a organisé les sensations en termes d'espace et de temps, eh ben on va avoir l'entendement qui va imposer différentes catégories, l'unité, la pluralité, la totalité, la limitation, la causalité, la nécessité, l'existence, etc. On en fera la liste tout à l'heure, mais elle n'est pas très importante pour ce qui nous concerne. Et à l'arrivée, vous allez enfin avoir un vrai phénomène complètement constitué. Une rose ici, dans cet exemple. Donc vous avez à chaque fois que vous ajoutez une couche de formes a priori, soit les formes a priori de la sensibilité, soit les formes a priori de l'entendement, pour obtenir la chose telle qu'on la voit. Okay? Mais quand vous voyez la chose à l'arrivée, la chose que vous pensez voir, la rose dont vous pensez qu'elle existe dans le monde extérieur, en réalité, elle est constituée en grande partie, et même, a-t-on envie de dire, en majeure partie, parce qu'on lui a, par la manière dont on y a contribué, d'accord? Tout ce qu'on a dans les sensations, c'est des couleurs, des odeurs, des trucs un peu dans tous ces sens. On imprime la forme et le temps, puis on imprime l'unité, la causalité, l'inhérence, ces trucs-là, et enfin on arrive à la rose. Donc ce qu'on voit, on a l'impression que c'est à l'extérieur, mais en réalité, on y contribue grandement. C'est pour ça qu'on dit que la théorie de Kant, il y a quelques passages où il est très explicite là-dessus, c'est une forme de théorie de l'erreur, d'accord? Si vous êtes un réaliste naïf, comme le sera Thomas Reid, qu'on étudiera lors des 2 dernières séances, Thomas Reid va dire, ce qu'on voit, ça existe tel qu'on le voit à l'extérieur de nous. Il n'y a pas de raison de douter de ces impressions initiales. On a l'impression que quand on voit le lac maintenant, il y a un lac à une certaine couleur, grise aujourd'hui, une certaine forme, etc. Pareil pour les arbres, les feuilles. Et ces choses sont dehors, et c'est les choses de l'extérieur qui impriment en nous un certain nombre d'impressions. Kant dit, ça c'est faux, parce que les choses ne sont pas telles qu'on les voit à l'extérieur. En fait, on ne sait pas comment elles sont à l'extérieur. Et telles qu'on les voit, en réalité, c'est nous qui avons contribué sans que nous ne nous en rendions compte. Je crois qu'il y en a une trop là, mais bon, vous voyez l'idée. Bien, ça c'était récapitulation générale du schéma de Kant, et puis je reviens un peu plus dans les détails sur ce qu'on a vu la dernière fois sur l'espace. Est-ce que sur tout ça, vous êtes au clair? Cyril? J'ai juste la peine à comprendre comment Kant peut défendre qu'il y ait plusieurs domaines. Parce que je pourrais comprendre qu'il y ait quelque chose comme un domaine auquel si on retire nos sensations individuelles, l'entendement, la sensibilité, les sensations. À partir de là, si on enlève tout ça, on ne peut pas dire qu'il y ait 2 éléments, par exemple, qui seraient distincts. On peut seulement dire qu'il y ait des noumens a posteriori, en disant que, par exemple, dans tous les propriétés de l'ordinateur, il y a des noumens de l'ordinateur, mais ça c'est compliqué à défendre. Alors c'est aussi ce qu'il dit, mais c'est une objection parallèle à celle qu'on lui fait au sujet de la causalité. Donc là il dit les noumens, les choses en soi, il dit bien les choses en soi, cause en nous des sensations, mais il dit non, mais la causalité c'est nous qui l'introduisons au niveau de l'entendement. Ça c'est la première contradiction qui lui est souvent reprochée. Seconde contradiction qui lui est un peu moins souvent reprochée, mais qui est de même type que sur laquelle vous pointez maintenant, Cyril, c'est de dire, vous dites qu'il y a plusieurs noumens, mais comment on fait pour savoir qu'il y a plusieurs choses? Il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est de dire, elles sont distinctes dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes distinct de Mathéo? C'est que vous n'occupez pas le même lieu, typiquement, au même moment. Ça, c'est un principe d'individuation classique, c'est pas le seul, mais c'est
Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des différences entre les noumènes s'il n'y avait pas d'espace et dans le temps, de différence d'espace et de temps, c'est compliqué de voir comment. Mais pire encore, regardez ce qu'il inclut dans les catégories de l'entendement. Les premières, unité, pluralité, ici. Donc c'est l'entendement qui va distinguer l'unité, la pluralité des choses. Donc comment est-ce qu'il peut dire qu'il y a plusieurs noumènes, hein? Certains commentateurs disent la seule chose qui serait autorisée à dire, c'est de dire qu'il y a du noumen. C'est pour ça que j'ai mis mon bâton dans la même métaphore pâtissière. Ce serait un truc à l'extérieur qui est une espèce de slime, quoi. Un truc, c'est du truc qui a un impact sur nous, mais on ne peut pas distinguer dire quel nombre il y en a. Mathéo. C'est une question plus naïve, c'est pas très chanceux, mais le nombre 3, hein, quel schéma a remarqué dans la philosophie? Moi aussi, donc, les choses intéressantes, qu'est-ce que c'est qui est remarquable chez Kant? Pourquoi ça a tant marqué l'histoire de la philosophie? Une chose qui est restée, alors qui est contestée, mais qui est restée comme quelque chose d'important, c'est cette idée qui est en germe chez Hume qu'il y a des juges, et que Kant explicite plus fermement, qu'il y a une connaissance synthétique a priori. D'accord? Hume ne veut pas de cette connaissance, évidemment. Il dit soit on connaît, soit on a une vraie connaissance qui étend les choses, mais elle est a priori, elle vient de l'expérience. Soit on a une connaissance a priori, mais elle est purement logique. On peut connaître a priori que une voiture est une voiture, que si Julie est dans la cave, alors elle est dans la cave, que s'il pleut, alors c'est pas le cas qu'il ne pleut pas, des trivialités comme ça. Ça, Kant dit, ok. Hume dit ça, on peut savoir a priori. Mais on ne peut pas savoir a priori plus que ces choses-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles Kant a eu une influence importante, c'est que ces jugements synthétiques a priori, ben, on a l'impression qu'il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir sans fermer, sans ouvrir les yeux, et qui semblent avoir une validité qui correspond à ce que Kant décrit comme universel ou nécessaire. Hein. Et puis quand vous faites de la philosophie, souvent vous avez des choses comme ça. Si Julie promet une bière à Jean, alors Julie a l'obligation de payer une bière à Jean. Ça, Rainer dira, c'est un prototype de jugement synthétique a priori. Vous le savez sans avoir besoin de regarder ce qui se passe. Hein. Si vous comprenez ce que c'est qu'une promesse, si vous comprenez ce que c'est qu'une obligation, ça devrait vous frapper par une forme d'évidence. D'accord. Des jugements négatifs, je vous en ai donné plein. Le nombre 3 ne peut pas danser. Ouais, ça, oui. Sauf si vous faites de la poésie puis que vous imaginez un petit peu. Vous voyez bien qu'au sens littéral, le nombre 3 ne peut pas danser. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est pas non plus une connaissance analytique, d'accord? Ça ne suit pas du concept de nombre 3 qui peut pas danser, ça ne suit pas du concept de danser pourtant. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Kant a eu une influence très importante, c'est de mettre le doigt sur ce type de connaissance-là. Et une fois que vous avez mis clairement le doigt sur ce type de connaissance synthétique a priori, le problème que pose Kant de savoir comment ces connaissances sont possibles, ben ça reste un problème urgent maintenant. On peut ne pas être d'accord avec sa solution, mais si on met un grand pied dans la fourmilière et qu'on dit tout ça c'est débile, on a deux options maintenant. Soit il faut nier qu'il y ait des connaissances synthétiques a priori, soit il faut expliquer comment elles sont possibles. D'accord? Comment est-ce qu'en fermant les yeux, on peut avoir une connaissance substantielle. D'accord? Donc ça, c'est le legs de Kant en un sens. Pour même ceux pour qui ne sont pas kantiens, il faut expliquer ça. Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles la philosophie, il y a certainement d'autres raisons pour lesquelles la philosophie théorique de Kant a été importante. Il y a eu des versions naturalisées de sa philosophie théorique qui ont une certaine plausibilité parce que quand vous commencez à étudier la perception, vous vous rendez compte que la manière dont notre système visuel, par exemple, fonctionne, il y a quelque chose d'un peu kantien, malgré tout, dedans. C'est-à-dire que la manière dont on est organisé, notre rétine avec des cônes et des bâtonnets qui sont sensibles simplement à certaines longueurs d'onde, et puis ensuite la manière dont tout ça s'est traité par notre cortex frontal, etc., on est sensible à certaines choses et pas à d'autres. Notre appareil cognitif filtre ce qui nous vient de l'extérieur, on ne voit pas tout, il y a des choses qu'on ne voit pas, donc il y a un certain nombre de scientifiques qui se sont dit ce schéma il est intéressant en fait. On ne reprend pas exactement les catégories de l'entendement, de l'espace et du temps. On n'a pas forcément besoin de ça. Quoique pour l'espace et le temps, on a des personnes comme Helmholtz, un grand scientifique, qui est considéré comme une version de quantisme naturalisé qui utilise ça. Il dit finalement cette idée qu'une partie de notre constitution détermine ce qu'on voit, c'est assez utile quand on cherche à comprendre la perception. Donc ça, c'est un impact plus empirique de Kant. Et puis, dans la philosophie, ça c'est la deuxième partie de la réponse, et puis dans la philosophie, ça peut-être c'est peut-être moins charitable ou plus, mais
ceux qui sont venus après Kant, la tradition de l'idéalisme allemand, donc en gros, les idéalistes, si vous voulez, après Kant, Hegel, Fichte, ils ont juste jeté par-dessus bord les choses en soi, donc ils ont complètement embrassé l'idéalisme. Une idée, une séduction de l'idéalisme, c'est que vous avez une forme de vertige idéaliste, c'est que juste à partir des structures de vous-même, vous pouvez déduire le monde entier. Alors, on a envie moi, j'ai très envie de me moquer de ça. Je trouve que c'est d'une arrogance énorme, mais peut-être vous avez la même sensation. Mais ceux qui prennent ça au sérieux, surtout de la manière très pompeuse de philosopher des idéalistes, c'est très séduisant. Vous dites, mais en fait, tout vient de nous. À quoi bon faire des sciences empiriques? Vous pouvez juste déduire tout ça. À quoi bon faire la biologie? À quoi bon faire la physique? Regardons comment nous créons le monde. D'accord? Et ça, vous avez je vous ai dit la dernière fois, il y a si vous voulez passer de Kant au constructivisme contemporain, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire les catégories de l'entendement, elles varient selon les personnes. Ça, c'est les catégories de notre entendement occidental. Si vous voulez voir les catégories de l'entendement oriental, il y en aura d'autres, etc. C'est le même schéma, en fait. D'accord? On a des choses, des représentations qui conditionnent les objets. Et c'est une objection qui est couramment faite au constructivisme contemporain de dire vous, les constructivistes, vous faites de la sociologie, vous êtes dans les sciences sociales, et puis, en fait, vous pensez qu'il n'y a même plus besoin de faire de la biologie, il n'y a plus besoin de faire de la physique. Parce que quand on vous dit qu'est-ce que c'est la biologie, vous dites la biologie, c'est juste le reflet de nos catégories, orientales, de telle culture, de telle ou telle culture. Donc, en fait, la sociologie des sciences devient plus importante que les sciences. C'est quelque chose d'assez analogue à ce que les idéalistes peuvent penser quand ils disent nous, on fait de la philosophie, pourquoi est-ce qu'on va aller regarder la physique, hein? On peut déduire la table de notre moi absolu, comme disait Fichte. Voilà donc les trois, longue réponse à une courte question. Pourquoi Kant a été si important? Il y a au moins ces trois éléments-là. Ok, est-ce que vous êtes au clair sur le schéma général de Kant maintenant? Je pense que c'est bon, ça c'est l'essentiel que vous devez retenir, et je voudrais qu'on revienne maintenant à l'argument qui nous a occupé un certain temps la dernière fois, d'une part pour vous réfléchir la mémoire et d'autre part pour clore le sujet. Donc, le premier étonnement quand on lit Kant, c'est sans doute de dire comment est-ce que l'espace peut être dans notre tête. D'accord? Pareil pour le temps. Comment est-ce que l'espace peut venir de nous? Qu'est-ce qui peut justifier ce que Kant appelle l'idéalité de l'espace? Et puis on a vu que son argument, qui est assez simple et élégant, c'est l'argument suivant dont on a commencé à critiquer les prémices. Prémisse numéro 1, la connaissance de l'espace et du temps est a priori et non pas empirique. On a vu quelques raisons que Kant donnait en faveur de cette prémisse qui semble étonnante. Deuxième prémisse, la connaissance de l'espace et du temps est synthétique, elle n'est pas analytique. Donc ça, c'est l'idée que la géométrie et l'arithmétique, c'est pas juste déployer les concepts de ligne droite ou de nombre, mais on ajoute de la connaissance. Troisième prémisse, si la connaissance de l'espace et du temps est synthétique et a priori, alors l'espace et le temps ne peuvent être des choses en soi. Vous comprenez pourquoi Kant dit ça maintenant? Il dit, si vraiment vous avez une connaissance a priori synthétique, la seule solution, c'est ma solution transcendantale, c'est dire que l'espace et le temps sont dans notre esprit. Et autrement dit, c'est ce que je répondais à Mathéo, si vous ne voulez pas de cette prémisse-là, il faut trouver autre chose. D'accord? Il faut dire comment est-ce qu'en fermant les yeux, on peut connaître, est-ce qu'on peut augmenter notre connaissance? Et puis, conclusion de Kant, donc l'espace et le temps ne sont pas des choses en soi. Okay, vous vous souvenez, vous avez bien cet argument en tête maintenant? Première prémisse, je vous le refais une fois, la connaissance de l'espace et du temps est a priori pour Kant. Vous pouvez connaître la nature de l'espace et du temps a priori en fermant les yeux. On a vu un certain nombre d'arguments la deuxième fois. Deuxième prémisse, cette connaissance, elle est synthétique. Elle nous apprend quelque chose. Okay, la géométrie augmente notre connaissance, on affine notre connaissance, on découvre de nouvelles lois géométriques. Pareil pour l'arithmétique. Troisième prémisse, ça c'est l'espèce de défi kantien, vous pouvez vous représenter ça comme ça, dire si on peut savoir a priori, augmenter notre connaissance a priori, moi dit Kant, je ne vois pas d'autre solution que de dire qu'en fait on est en train de décrire les catégories, ce qu'il y a déjà dans notre entendement. Sinon, montrez-moi autre chose. Okay, donnez-moi une autre solution que ça. Donc, conclusion, l'espace et le temps ne sont pas des choses en soi. Donc, ce n'est pas qu'il est heureux, en un sens, de dire que l'espace est dans notre esprit. Mais il dit, si vous ne dites pas ça,
vous n'arrivez pas à comprendre comment on peut connaître l'espace de manière a priori. D'accord? Alors, on avait étudié les deux premières prémices. Je voudrais juste qu'on dise un mot de la troisième prémisse. Okay? Autrement dit, qui est ce qu'on appelle la prémisse transcendantale. Si la connaissance de l'espace et du temps est synthétique a priori, alors l'espace et le temps ne peuvent pas être des choses en soi. Hein, ça, c'est le point du grand résumé qu'on vient de faire ensemble. Pour avoir une connaissance synthétique a priori, eh ben, il faut adopter l'idéalisme transcendantal de Kant. Pourquoi? La seule alternative que Kant envisage, c'est l'idée qu'il y aurait, on l'a déjà vu dans sa lettre à Hertz, au début, il y a 2 séances, c'est l'idée qu'il y aurait une harmonie préétablie, ça vient de Leibniz, entre nous et les objets extérieurs. Puis ça lui semble complètement improbable et implausible et reposer sur des hypothèses théologiques qui sont beaucoup trop fortes. Donc si on ne veut pas de cette alternative-là, dit Kant, eh bien, il faut renoncer, il faut adopter son idée transcendantale. Et je vous redonne la manière dont Kant introduit cette idée, mais c'est ce qu'ont dit tout à l'heure Cyril et Karina. Si la connaissance géométrique s'accorde aux objets, ce n'est pas que la première se conforme au second, pluriel, c'est au contraire que le second se conforme à la première. Okay? C'est les objets qui se conforment, c'est pas notre connaissance qui s'adapte aux objets, c'est les objets qui s'adaptent à notre connaissance. Autrement dit, notre connaissance qui construit les objets, c'est ce que Kant appelle, souvenez-vous, sa révolution copernicienne, avec les limites de la métaphore qu'on a vue, parce que Copernic met le centre plus loin, tandis que Kant met centre en nous-mêmes. Donc ça, c'est la troisième prémisse de Kant, c'est sa prémisse cruciale, c'est de dire faites mieux, si vous voulez pas de l'idéalité de l'espace, alors expliquez-moi comment la géométrie est possible. Il y a une objection à ça qui est plus rarement soulevée, que je voulais mentionner ici, c'est que même si vous pouvez admettre avec Kant que pour connaître l'espace et le temps de manière synthétique a priori, il faut que l'espace et le temps soient des formes pures de l'intuition, on peut dire ok, très bien, les formes pures de l'intuition, c'est l'espace et le temps. Certains commentateurs, Van Cleef, dans un livre très bien fait qui s'appelle Problems from Kant, qui avait été un livre un peu marquant pour les philosophes analytiques, c'est loin d'être le seul, pose la question suivante, mais pourquoi est-ce que l'espace et le temps ne pourraient pas être aussi des formes des choses extérieures? Tu vois que vous avez dit, la manière dont on connaît l'espace et le temps a priori, ça vient du fait que c'est des formes de l'intuition, de notre cognition sensible. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'espace et le temps sont aussi des choses extérieures? Okay? Autrement dit, Kant ne semble pas avoir montré que l'espace et le temps sont seulement des formes pures de l'intuition. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être dans l'intuition et dans les choses extérieures? Donc l'argument de Van Cleef, c'est de dire, tu n'as pas montré encore l'idéalisme transcendantal, parce qu'il se pourrait que l'espace et le temps soient également dans les choses extérieures. Ça, c'était le dernier point que je voulais vous dire à ce sujet, avant de passer à quelques objections générales à Kant. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Alors, il y a 3 objections générales à Kant que je voulais mentionner à ce stade, en partie parce que, comme c'est compliqué à comprendre, les critiques aident aussi à comprendre. Et ces 3 objections qui ont été soulevées notamment par Bertrand Russell, mais pas seulement. L'objection principale que Russell, donc vous vous souvenez, Russell, c'est début du XXe siècle, un des pères fondateurs avec Frege et Moore de la philosophie analytique. Et Russell dit, moi, mon objection principale à Kant, c'est l'objection suivante. Kant dit, on a des connaissances nécessaires a priori, des connaissances qui sont valables toujours et partout. C'est les mathématiques. Okay. Comment est-ce qu'on peut avoir de telles connaissances nécessaires? Parce que ces connaissances reflètent les formes pures de notre intuition. Et celles-ci, elles sont les mêmes pour tout le monde, toujours et partout. Tout être connaissant possible aura les mêmes formes pures de l'intuition. Okay. Et là, Russell soulève l'objection suivante, qui est d'une certaine manière une anticipation du constructivisme que je viens de vous mentionner. Russell n'était pas un constructiviste, mais il entrevoit cette possibilité. Russell dit, qu'est-ce qui permet à Kant de dire que tous les êtres humains possibles auront toujours les mêmes formes pures de l'intuition? Okay. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des intuitions qui ne concernent pas les mêmes types d'espace, okay, ou même type de temps, et donc arriver à des géométries différentes?
Donc pour reformuler cette objection, on peut formuler le dilemme suivant. Soit l'espace est la forme pure de l'intuition, soit le fait que l'espace est la forme pure de l'intuition est nécessaire, soit il est contingent. Si c'est juste contingent que l'espace tel qu'on le connaît soit la forme pure de notre intuition, alors Kant a échoué à montrer que la géométrie est nécessaire. Parce que Cyril, qui aurait une autre conception de l'espace, une autre forme pure de l'intuition, aurait une géométrie différente. Donc ça, c'est la première branche du dilemme. C'est très clair que Kant ne veut pas de ça. Il dit clairement, on est tous faits pareil. On a tous les mêmes formes. Le schéma que je vous ai montré là en introduction, on est tous faits pareil. Et pas seulement nous tous, mais aussi ceux qui sont... même les étudiants de sociologie, même les étudiants de biologie, même ceux qui sont à la retraite, même ceux qui... Et non seulement tous les êtres actuels, mais tous les êtres possibles ont cette même constitution. C'est pour ça que la géométrie est une science parfaitement nécessaire. Donc, il ne veut pas que ce soit contingent. Maintenant, objection de Russell, mais comment tu sais que c'est nécessaire? Comment tu sais que tous les êtres humains sont constitués de la même manière? L'idée qu'on est tous constitués de la même manière, qu'on a tous la proposition suivante. Tous les êtres humains nécessairement ont la même forme pure de l'intuition. Laisse passer le temps. Ça, c'est une proposition. C'est quoi comme proposition? Comme type de proposition? Vous allez me dire. Je la répète. Nécessairement, tous les êtres humains ont les mêmes formes pures de l'intuition. Quel type de proposition c'est ça dans la classification kantienne? Est-ce que c'est une proposition a posteriori? Comment? C'est a priori, oui. C'est facile pour savoir chez Kant c'est a priori parce que c'est nécessaire. Il n'y a pas de nécessité a posteriori chez Kant. L'idée de nécessité a posteriori, ça viendra que beaucoup plus tard, au XXe siècle, avec Kripke dans les années 80. Donc c'est nécessaire, c'est une proposition a priori. Maintenant, il y a deux options. Est-ce que c'est synthétique a priori ou est-ce que c'est analytique a priori? Est-ce que c'est une proposition analytique? Nécessairement, tous les êtres humains ont les mêmes formes pures de l'intuition. Ouais. Synthétique, on a quelque chose. C'est synthétique, on n'a pas l'impression qu'on peut déduire cette proposition, c'est pas aussi trivial que de dire il pleut donc il pleut, d'accord? C'est pas, vous voyez qu'on n'est pas en train juste de déplier un concept. Donc ça c'est une proposition synthétique a priori. La question de Russell, maintenant à Kant, c'est de dire comment est-ce que cette proposition synthétique a priori tu la connais? Tu nous proposes un système où on connaît on a des raisons de connaître toutes les propositions synthétiques a priori, celle-ci c'en est une pour toi. Et elle est cruciale parce que si tu l'as pas, tu deviens un constructiviste. Tu penses que les mathématiques n'ont qu'une validité contingente. Et pourtant, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources dans ton système pour expliquer ça. Okay. Autrement dit, comment savoir que les formes pures de notre intuition n'auraient pas pu être autres que ce qu'elles sont? Si on ne répond pas à cette question, on ne peut pas montrer que les mathématiques étaient nécessaires. Je vous montre là l'objection de Kant ici. En dehors des raisons mineures pour lesquelles la philosophie de Kant peut être critiquée, il existe une objection principale qui semble fatale à toute tentative de traiter les problèmes de la connaissance a priori par sa méthode. Ce dont il faut rendre compte, c'est de notre certitude que les faits doivent toujours être conformes à la logique et à l'arithmétique et à la géométrie. Dire que la logique et l'arithmétique sont apportées par nous ne rend pas compte de cela. Notre nature est autant un fait du monde existant que n'importe quoi d'autre, et il n'y a aucune certitude qu'elle restera constante. Il se peut, si Kant a raison, que demain notre nature change au point que 2 et 2 deviennent 5. Cette éventualité ne semble pas lui être venue à l'esprit, et pourtant elle détruit complètement la certitude et l'universalité qu'il tient à défendre pour les propositions arithmétiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si on change? Ah, tout d'un coup, 2 et 2 vont faire 5. Donc ça serait un problème pour Kant. Et vous avez la même objection qui est soulevée à la même période par Moore, donc qui est un des acolytes de Russell. How can we know, je vous dis juste le passage en gras, how can we know that our minds are so constituted as always to give this result, que 2 plus 2 égale 4. But this proposition that our mind are so constituted as always to produce the same appearances is itself a universal synthetic proposition. Et c'est justement cette proposition qu'on aimerait pouvoir fonder quelque part, et on ne sait pas où la fonder si on reprend la thèse de Kant. Donc ça, c'est une première grande objection à Kant sur l'application de sa doctrine, sur la validité de sa solution. Comment fait-il pour établir la proposition selon laquelle nécessairement on a les mêmes propositions, les mêmes formes a priori de l'intuition?
Une seconde objection qu'avance Russell, qui est un peu moins importante, mais qui aide au moins à comprendre, enfin je ne sais pas si elle est moins importante, mais en tout cas elle aide à bien voir le problème. Le système de Kant est un des problèmes, et ça recoupe ce que vous avez dit tout à l'heure, Cyril, je crois, c'est que pour Kant, il y a des noumènes, d'accord? On peut compter les noumènes. Mais s'il y a des noumènes pour Kant, on peut dire 2 noumènes plus 2 noumènes, ça fait combien de noumènes? 5, non, je vais en perdre. Ça fait 4 noumènes. Et vous pouvez faire plein d'opérations arithmétiques. Vous faire une mathématique des noumènes, d'accord? Avec plein de propositions nécessaires. Mais pour Kant, comment est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible du tout, parce que les formes a priori de l'intuition, elles ne s'appliquent pas aux noumènes, elles s'appliquent simplement aux phénomènes, d'accord? Elles sont constitutives des phénomènes. Donc dès que vous avez des mathématiques ou des vérités mathématiques qui portent sur les noumènes, eh ben, vous ne pouvez plus du tout rendre compte de ça. Est-ce que Kant pourrait s'en sortir en disant on ne va plus parler des noumènes, mais on va parler du noumène? Cette espèce de grande slime ou je ne sais pas quoi, cette pâte qui constitue le monde. Peut-être ça marcherait, mais en même temps, même si c'est du noumène, il y a peut-être des relations quantitatives entre différents noumènes dont il faudrait rendre compte. S'il y a un peu plus de noumènes qui correspondent au phénomène, donc Cyril c'est un phénomène pour Kant, d'accord? Sacré phénomène. C'est un phénomène qui est sous-tendu par du noumène. Okay? Il y a du noumène à l'extérieur, et puis il y a du noumène à l'extérieur qui sous-tend Jessica. Okay? On peut comparer le noumène qui sous-tend Cyril du noumène qui sous-tend Jessica. Supposons que Cyril soit très grand. On va dire qu'il y a plus de noumènes, pardon Cyril, que plus de noumènes qui sous-tend Cyril que de noumènes qui sous-tend Jessica. Dès que vous avez des comparaisons quantitatives comme ça, vous allez avoir des vérités mathématiques qui vont être associées à ça, hein, des relations de transitivité, etc. Donc voici la deuxième objection de Russell. Nous pouvons savoir a priori que 2 phénomènes et 2 phénomènes font 4 phénomènes. Ça compte, pas de problème. Les phénomènes, c'est ce qui nous apparaît, c'est très bien. Comment est-ce qu'on le sait a priori? Parce que les phénomènes se conforment par eux-mêmes aux formes pures de notre intuition. Mais nous pouvons également savoir a priori que 2 noumènes et 2 noumènes font 4 noumènes, pardon, pas phénomènes, 4 noumènes. Or, cela est impossible pour Kant, parce qu'on ne peut pas appuyer les formes pures de l'intuition aux noumènes. Voici ce que dit Russell. De plus, la réflexion semble montrer clairement que si nos croyances arithmétiques sont vraies, elles doivent s'appliquer aux choses de la même manière que nous y pensions ou non. 2 objets physiques et 2 autres objets physiques doivent faire 4 objets physiques. Objets physiques, ça veut dire noumènes, ici, dans la manière dont Russell présente la théorie de Kant, même si les objets physiques ne peuvent pas être expérimentés. Affirmer cela est certainement dans la portée de ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que 2 et 2 font 4. Sa vérité est tout aussi indubitable que celle de l'affirmation selon laquelle 2 phénomènes et 2 autres phénomènes font 4 phénomènes. Ainsi, la solution de Kant limite indûment la portée des propositions a priori, en plus d'échouer dans la tentative d'expliquer leur certitude. Okay. Et puis on a une troisième objection de Kant de Russell, qui, quoi qu'on en pense, permet au moins de bien saisir la proposition de Kant, c'est que si vous êtes Kant, toutes les propositions a priori, qu'elles soient synthétiques ou analytiques, à l'arrivée portent sur des lois de la pensée, des lois des concepts. D'accord ? Or, dit Russell, pardon pour les fautes, il faut que je corrige tout ça, quand vous avez des lois du type toute chose est identique à elle-même, ou 2 et 2 font 4, ces lois, elles sont censées au départ s'appliquer aux faits extérieurs et pas à notre pensée. D'accord ? Si je vous dis toute chose est identique à elle-même, c'est une loi de notre pensée, Russell dit en fait vous avez complètement changé de sujet parce que ce qu'on cherchait à comprendre, nous, c'est un principe métaphysique selon lequel, quelle que soit la chose qu'on considère, elle est identique à elle-même. Ça vaut pour nos pensées, entre autres, mais ça vaut aussi pour n'importe quoi qui existe, y compris les noumènes. Okay. Voici la manière dont Russell, je n'ai pas traduit, formule ce souci-là. Thus, the law of contradiction is about things and not merely about thought. Qu'est-ce que c'est que la loi de contradiction? C'est rien ne peut être à la fois rouge et non rouge, rond et non rond. Donc cette loi, elle est au sujet des choses et pas au sujet des pensées. And also belief in the law of contradiction is a thought. The law of contradiction itself is not a thought. La croyance dans cette loi de contradiction, c'est une pensée, mais la loi elle-même,
C'est pas une pensée, but a fact concerning the things in the world. Mais c'est un fait qui concerne les choses dans le monde. If this which we believe when we believe the law of contradiction were not true of the things in the world, the fact that we were compelled to think it true would not save the law of contradiction from being false. And this shows that the law is not a law of thought. Donc la loi de contradiction n'est pas une loi de la pensée, mais une loi des choses, des faits extérieurs. A similar argument applies to any other a priori judgment. When we judge that 2 and 2 are 4, we are not making a judgment about our thoughts, but about all actual or possible couples. The fact that our minds are so constituted as to believe that 2 and 2 are 4, so it is true, is emphatically not what we assert when we assert that 2 and 2 are 4. And no fact about the constitution of our mind could make it true that 2 and 2 are 4. Thus, our a priori knowledge, if it is not erroneous, is not merely knowledge about the constitution of our minds, but is applicable to whatever the world may contain, both what is mental and what is not mental. Okay? So 2 plus 2 égale 4. Quand vous dites ça, quand vous faites des mathématiques, vous ne faites pas de la psychologie. Okay? Fût-elle de la psychologie transcendantale qui décrive nos lois, la constitution qui est la même pour tout le monde. Okay? Même si vous avez résolu la première objection de Russell, les mathématiques, la logique et plus généralement toute connaissance qui porte sur des éléments a priori n'est pas réduite à une connaissance qui porte sur la constitution de nos esprits. Bien. Ça va? Oui. Alors, ça, c'était la première étape dans le traitement conscient de l'information. On impose le temps et l'espace. Et puis, on passe maintenant à la deuxième et dernière étape. Je serai un peu plus rapide là, et c'est beaucoup plus étendu chez Kant, mais l'essentiel du schéma, vous l'avez maintenant, c'est de dire, après la sensibilité, il y a l'entendement. Et qu'est-ce que fait l'entendement? C'est qu'il va appliquer un certain nombre de formes, lui aussi, pures, a priori. Simplement, c'est plus l'espace et le temps, mais ça va être d'autres formes. Okay. Alors, Kant va dire que contrairement à la sensibilité, l'entendement est actif ou spontané. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui décidons d'appliquer telle ou telle forme pour autant, mais il y a une distinction chez lui ici entre les formes de l'espace et du temps qui sont appliquées automatiquement et les catégories de l'entendement qui sont appliquées de manière spontanée, ce qui ne veut pas dire forcément volontaire. Il y a un peu une difficulté à comprendre la distinction ici, mais on n'entre pas dans ces questions-là. Les représentations fondamentales de l'entendement, ce sont des concepts. Okay. Et les formes a priori de l'entendement, ce sont ce que Kant appelle les catégories a priori. Donc, les concepts, les catégories a priori, c'est la même chose. Vous vous souvenez que chez Kant, il y a souvent, ce qui rend la lecture un peu pesante, vous avez souvent une variation terminologique pour décrire les mêmes choses. On va voir dans un instant la table des catégories que propose Kant. Quelle est l'activité de l'entendement? Kant dit l'entendement, il fait la synthèse des choses qui viennent de la sensibilité. Donc la sensibilité nous donne maintenant des phénomènes qui sont dans l'espace et le temps, et l'entendement va les synthétiser, les mettre ensemble, à l'aide justement de ces catégories a priori. Okay. Donc 2 formes pures de la sensibilité, ça on l'a vu ad nauseam. Maintenant, le temps et l'espace. Pour l'entendement, encore plus fort, il y a 12 formes pures qui sont exposées dans la partie de la critique de la raison pure que Kant appelle l'analytique transcendantale. Et là, vous avez que Kant ne définit pas vraiment toutes les catégories a priori de l'entendement. Donc, il y a des catégories qui relèvent de la quantité, l'unité, la pluralité, la totalité, des catégories qui relèvent de la qualité, la réalité, la négation, la démonstration, des catégories qui relèvent de la relation, substance, accident, cause, effet, réciprocité, des catégories qui relèvent de la modalité, possibilité, impossibilité, existence, non-existence, nécessité, contingence. On ne va pas rentrer dans le détail de ces différentes catégories. Kant lui-même le fait un peu plus tard dans les antinomies et discute pas en détail la totalité d'entre elles. Mais juste une chose à garder en tête ici, c'est qu'il y a comme un dialogue tacite entre Kant et Aristote. Non pas que Kant veuille attaquer Aristote, mais que, comme tout un chacun, il s'inscrit dans l'histoire de la philosophie qui est hérité d'un certain nombre de concepts aristotéliciens. Vous vous souvenez que, je vous ai dit la dernière fois, Kant utilise la distinction entre la forme et la matière. Okay? La matière, c'est donné par les sensations, et la forme, c'est nous qui imposons la forme avec les catégories a priori avec les formes a priori de notre intuition. Okay? Aristote dirait forme-matière, super, mais dire que la forme, ça vient de nous et que ça ne vient pas de l'objet extérieur, ça, ce serait une aberration pour Aristote. Au contraire, la perception pour Aristote, c'est
recevoir la forme sans la matière. Il y a un autre traité d'Aristote dont vous avez entendu parler certainement, grand point important de la métaphysique d'Aristote, son traité sur les catégories, où Aristote propose un grand nombre de catégories de lettres. Okay, et beaucoup d'entre elles sont analogues à celles, et même leur classification, qualité-quantité, notamment à celle que propose ici Kant. Mais là encore, grande différence. Pour Kant, ces catégories, elles sont dans notre tête. Pour Aristote, c'est des catégories métaphysiques. D'accord ? C'est des catégories qu'il y a dans le monde. Donc vous avez un renversement total. Si vous voulez penser au renversement copernicien dont parle Kant, revenez à Aristote et vous comprenez totalement l'inversion entre un réalisme aristotélicien et un idéalisme transcendantal kantien, où toutes ces choses-là sont dans la tête. La chose qui nous intéresse, les deux choses qui nous intéressent là, par rapport aux discussions qu'on a eues avant, souvenez-vous, unité, pluralité, ça c'était l'objection de Cyril en disant comment on peut dire qu'il y a plusieurs noumènes, et puis cause-effet, hein, c'est censé être la distinction entre la cause et l'effet. Et on va voir en quoi ça aide. Kant pense grâce à ça pouvoir répondre au problème de Hume après la pause, mais pour l'instant, un problème pour lui, qu'il faut connaître, parce que c'est un des problèmes les plus frappants à la lecture, c'est comment est-ce que la cause et l'effet peuvent être des choses qui sont imposées par nous, par les catégories de l'entendement, et comment est-ce que néanmoins Kant peut dire que les phénomènes, les noumènes, produisent en nous des sensations. Ça, c'est un des grands mystères, ou en tout cas un des grands défis pour les interprètes de Kant. Alors, quelle est la fonction de l'entendement ? Je vous l'ai dit, c'est de faire la synthèse. Donc, c'est apporter de l'unité dans le divers qui est donné par l'intuition. Après l'intuition, à la sortie de l'intuition, vous avez des choses qui sont organisées dans l'espace et dans le temps. Vous n'avez pas des catégories d'unité, de causalité, de pluralité. Et c'est l'entendement qui importe ou imprime tout ça sur le divers donné par l'intuition. Et ça permet, dit Kant, à l'entendement de parvenir à penser un objet au sein du divers de l'intuition. Okay. Donc une manière de penser à ça, mais il est débattu de savoir si c'est la bonne manière de le faire, c'est que à la sortie de l'intuition, vous avez différentes qualités qui sont organisées dans l'espace. Vous avez du rouge là, du bleu là, du rose là, et puis l'intuition va venir grouper ces qualités ensemble et dire « Ah ok, ce groupement de qualités-là, ça c'est Jean. Okay. Ce groupement-là, c'est Daria. Ce groupement-là, c'est etc., etc. » Donc on groupe les qualités ensemble pour faire différents objets, le pupitre, la chaise, etc. Et voici ce que dit Kant à ce sujet. La spontanéité de notre pensée exige que ce divers de la sensibilité... Pardon, avant de continuer, je fais une petite parenthèse. Confondez pas le divers de la sensibilité avec le divers de la sensation. Okay, les sensations, c'est ce qu'il y a à l'entrée de la sensibilité. C'est ce qui est produit par les noumènes. Okay, c'est vraiment le plus gros bordel possible. Pardonnez-moi de parler comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Ça rentre dans la sensibilité. Et là, vous avez à la sortie des intuitions de la sensibilité. Okay, mais elles restent diverses. Elles sont juste un petit peu organisées, mais il y a encore beaucoup d'ordre à faire. Et c'est là qu'intervient l'entendement qui, lui, va tout mettre bien en place. Donc la spontanéité de notre pensée exige que ce divers de la sensibilité, donc les sensations qui sont déjà organisées, soit d'abord d'une certaine manière, pris séparément, assemblés et liés pour en faire une connaissance. Cette action, je l'appelle synthèse. J'entends par synthèse, dans le sens le plus général de ce mot, l'acte d'ajouter l'une à l'autre les diverses représentations et d'en comprendre la diversité dans une connaissance. Bien. On va faire une petite pause parce que ce que vous avez là, c'est un des passages. Je ne vais pas vous en parler longtemps. Je vous dis, quand je faisais mes études, que j'avais votre âge, j'avais un prof qui était un idéaliste convaincu. C'était à Grenoble. Et j'avais buté sur ce passage qui est considéré, je ne savais pas à l'époque, comme le passage clé de la déduction transcendantale. Et j'avais dit à ce prof, écoutez, j'arrive pas à comprendre... du tout ces quelques 10 pages dans qu'est-ce que c'est que cette déduction transcendantale des catégories. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut faire, je ne sais pas comment il y arrive, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit oui, attendez, je vais vous aider ça, et je vais vous aider, je vais vous apporter des choses à lire sur le sujet. Et pendant les 5 semaines qui suivent, je ne vous mens pas, c'est vrai, il m'a apporté chaque semaine un volume comme ça, d'une thèse sur la déduction transcendantale des catégories. Ça, c'est le premier volume. Il y en a encore 4, mais je n'arrive pas à tous les prendre d'un coup. Il habitait de l'autre côté de la France. Et à la fin du truc, j'avais 5 volumes sur la déduction transcendantale des catégories.
une des multiples thèses sur Kant, il y en a eu beaucoup, sur juste ces 3 pages de Kant. Donc je vais vous épargner les 5 volumes dans ce qui suit, je vous dis juste où ça va, mais juste pour vous dire que c'est un passage qui fascine en même temps qu'il est très difficile à comprendre. Mon inclination est de penser que si on ne comprend pas bien et qu'il faut 5 volumes pour comprendre, c'est qu'il y a un problème chez Kant. Au bout d'un moment, il y a une limite au principe de charité. Mais voilà, ceux qui sont persuadés qu'il y a une pépite à découvrir là-dedans, évidemment, ne seraient pas d'accord. Jean? Voilà, la question c'est, vous avez dit l'autre fois, etc. Vous avez lu les 5 volumes? C'est ça que moi. Là, j'ai fini le 5e hier soir, quoi. Donc ça m'a pris un peu de temps. Très bien. Petite pause, on reprend à Eka. Bien. Vous y êtes? Alors, on reprend sur ce fameux passage de la déduction transcendantale des catégories. Donc, les catégories, c'est les catégories de l'entendement. Okay, les 12 catégories qu'on a vues avant. C'est bon? Les 12 catégories qu'on a vues avant. Et Kant veut montrer que nécessairement, ces catégories sont au cœur de toute expérience. Ça, c'est le but de la déduction transcendantale des catégories. Donc le but, c'est montrer que les catégories de l'entendement s'appliquent nécessairement à tout objet possible de l'expérience. Autrement dit, vous avez ces 12 catégories, unité, pluralité, causalité, synthèse, etc., pas synthèse, inhérence, etc. Et Kant veut dire, quel que soit ce dont vous faites l'expérience, ces catégories vont s'appliquer à ça. Autrement dit, toute expérience est chargée des concepts de l'entendement. Toute expérience est en partie conceptuelle. D'accord ? Donc vous n'avez pas une expérience juste qui dépend de la sensibilité. Vous ne pouvez pas, après la sensibilité, vous dire « Ah, moi, je suis juste un être sensible, je veux pas de l'entendement ». Votre entendement va forcément rentrer en jeu pour structurer la manière dont les choses vous apparaissent. Donc il est impossible qu'il y ait un objet d'expérience sans que les catégories de l'entendement ne s'y appliquent. Okay. Autrement dit, formulation transcendantale que Kant affectionne particulièrement, les catégories a priori de l'entendement sont des conditions de possibilité de l'expérience. Sans elles, il n'y aurait pas d'expérience. Pourquoi est-ce que Kant veut montrer ça? On va le voir dans un instant. Mais voici comment lui spécifie le but de sa déduction transcendantale. Toute expérience contient encore, outre l'intuition des sens par laquelle quelque chose... Ah, on la refait. Toute expérience contient encore, outre l'intuition des sens par laquelle quelque chose est donné, un concept d'un objet qui est donné ou apparaît dans l'intuition. En vertu de quoi les concepts d'objets en général interviendront comme condition a priori au soubassement de toute connaissance d'expérience. Par conséquent, la valeur objective des catégories comme concept a priori reposera sur le fait que par elle seule l'expérience est possible. Okay? Donc pas d'expérience, tout ça c'est dit de manière très empesée, mais pas d'expérience sans entendement.
Alors, avant de savoir pourquoi Kant veut faire ça, l'étonnement qui vient au départ, dont Kant est conscient, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste avoir ce que tu as appelé la sensibilité, donc j'ai les sensations qui arrivent, et puis je leur mets dessus de l'espace et du temps, puis je pourrais m'arrêter là. Je veux dire, je vis dans un monde sensible, je serais peut-être un être idiot, dépourvu d'entendement, mais au moins, je verrai un certain nombre de choses organisées dans l'espace et dans le temps. Et Kant reconnaît que ça, c'est... On a tenté de penser que c'est possible. Lui va montrer que c'est pas possible, mais c'est pour ça qu'il pense que sa déduction n'est pas purement triviale. Voici comment il décrit ce qu'il va vouloir rejeter. Les objets de l'intuition sensible doivent nécessairement être conformes aux conditions formelles de la sensibilité inscrites a priori dans l'esprit, autrement dit l'espace et le temps. Cela résulte clairement du fait que sinon ils ne seraient pas pour nous des objets. Mais qu'il leur faille aussi par surcroît être conformes aux conditions dont l'entendement a besoin pour l'unité synthétique de la pensée, la synthèse, l'entendement synthétique, l'argumentation qui les justifie n'en est pas si facile à apercevoir. Autrement dit, on pourrait s'arrêter à la sensibilité sans aller vers l'entendement, semble-t-il. Car rien n'exclut vraiment qu'il puisse y avoir des phénomènes ainsi faits que l'entendement ne les trouva absolument pas conformes aux conditions de son unité, et que tout fut dans une confusion telle que, par exemple, dans la série des phénomènes, rien ne s'offrit qui fournit une règle de la synthèse et correspondit au concept de cause et de l'effet, en sorte que ce concept serait donc totalement vide, nul et dépourvu de signification. Les phénomènes n'en offriraient pas moins à notre intuition des objets, car l'intuition n'a en aucune manière besoin des fonctions de la pensée. Donc ça, c'est le défi pour Kant. Peut-être qu'on pourrait avoir la sensibilité des choses dans l'espace et dans le temps, mais il n'y aurait pas, et regardez les catégories que mentionne Kant ici, la seule catégorie sur laquelle il insiste, c'est la cause et l'effet. Est-ce que vous voyez venir pourquoi est-ce que Kant mentionne la cause et l'effet ici? Pourquoi est-ce que Kant tient à dire, donc il veut dire que dans toute expérience, la cause et l'effet va jouer un rôle fondamental. La cause et l'effet, jusqu'à maintenant, la causalité, autrement dit, on n'a pas rencontré, d'accord? On a eu juste l'espace et le temps. Maintenant, il veut dire dans tout ce dont on fait l'expérience, il y a une condition de possibilité, c'est la cause et l'effet. Thomas. Est-ce que vous avez dit par là que l'effet, c'est ce qui apparaît à notre sensibilité, et que la cause, c'est peut-être la chose qui va causer cette apparition? Alors, ça, c'est ce qu'il dit effectivement sur le noumen, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire ici, parce que là, c'est l'application. On a déjà le phénomène qui vient de la sensibilité, puis on va lui appliquer, en plus de l'espace et du temps, on rajoute une couche causale. Parce que le temps et l'espace n'est pas suffisant pour pouvoir organiser les choses dans le monde. Oui, c'est vrai qu'il y a une couche d'ordre supplémentaire, et c'est une bonne manière de se représenter les choses, c'est ordonner juste dans le temps et dans l'espace, mais maintenant on va vraiment bien ranger avec toutes les autres catégories. Ça, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Kant lui-même parle d'ordre, de mettre de l'ordre dans le donné de l'intuition, mais dans la dialectique. Souvenez-vous d'où vient Kant et qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut justifier le monde extérieur. Non, parce que justement, la cause et l'effet, vous avez la même direction que Thomas avant, la cause et l'effet pour lui, c'est un problème de faire appel à la notion de causalité pour dire que les noumènes ont un impact causal sur nous. Parce que justement, par définition, les noumènes, ils ne peuvent pas avoir ça. Okay, encore une fois, ces catégories-là, elles s'appliquent uniquement aux données de la sensibilité. Les noumènes, ils sont derrière, d'accord, ils sont inaccessibles. Donc, à strictement parler, on ne devrait pas pouvoir dire que les noumènes causent des sensations. Sinon, c'est que c'est plus des noumènes. Donc ça, c'est une des contradictions pour Kant. Mais revenez plus avant. Qu'est-ce que c'est? Qui est l'ennemi de Kant? Qui est la personne? Mathéo? C'est en lien avec le fait que Hume insiste beaucoup sur le cause et l'effet qui n'est pas possible de... Exactement. Souvenez-vous Kant dit, et c'est une citation célèbre, j'ai dû la remettre après, c'est Hume qui m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. C'est lui qui m'a fait voir qu'en fait, il y avait un vrai problème avec la causalité et avec l'induction. D'accord? Comment se fait-il, dit Hume, que sur la base d'une observation d'un nombre fini de phénomènes, on puisse arriver à des lois générales? Comment se fait-il qu'on puisse connaître la causalité? Et c'est là où Kant, c'est pour ça que Kant insiste sur la cause et l'effet, il va montrer que la cause et l'effet sont des formes a priori de toute expérience, et après il va aller voir Hume et il va lui dire, Tata, en fait tu disais qu'on ne pouvait pas percevoir la cause et l'effet, mais en réalité la cause et l'effet, c'est au cœur, ça se niche au cœur de toute expérience. D'accord? Donc la causalité, c'est pas qu'elle est nulle part dans ce qu'on perçoit, c'est qu'elle est absolument partout, c'est une condition de possibilité de l'expérience. De très loin, c'est le programme de Kant, ici, hein, pour répondre à Hume. Mais il a toujours Hume en ligne de mire, Kant. Le scepticisme humien, c'est ce qui lui fait horreur et en même temps ce qui excite, ce qui motive tout son programme. Okay. Alors ça, c'est ce qu'on comprend jusqu'ici.
Maintenant, comme je vous disais juste avant la pause, cette déduction transcendantale des catégories, et qui inclut l'idée que la cause et l'effet, donc la cause et l'effet qui sont une des catégories, comment on dit, traverse toute l'expérience. Cette déduction transcendantale, il n'y a pas d'accord clairement sur ce que Kant veut montrer à l'arrivée. Il dit, je veux montrer que les catégories de l'entendement sont nécessaires à l'expérience, mais au-delà de ça, on ne voit pas, c'est pas sûr de savoir exactement où il va, et il n'y a pas d'accord non plus sur la manière dont Kant veut le montrer. On va voir ça un petit peu plus dans le détail. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord sur ce que Kant veut montrer? Pour la raison suivante, qui est une raison importante qui vous aidera à lire Kant et à diagnostiquer des difficultés quand vous lirez Kant. Kant dit, mon but dans ma déduction transcendantale, c'est de montrer que les catégories de l'entendement, les 12, sont nécessaires à toute expérience. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'expérience chez Kant? Et là, les commentateurs se sont cassés la tête parce qu'il y a au moins 3 sens différents dans lesquels Kant parle d'expérience. L'expérience, il l'utilise parfois pour dire c'est les sensations qui nous viennent des noumènes. Le premier truc tout au début. L'expérience, Kant dit, c'est parfois le matériau brut des sensations qui a été informé par la sensibilité, autrement dit par l'espace et dans le temps. C'est cette étape intermédiaire, c'est là où il y a l'expérience. Mais Kant utilise aussi la notion d'expérience pour dire l'expérience, c'est le matériau brut des impressions sensibles informées par la sensibilité et par l'entendement. Autrement dit, si vous reprenez la métaphore pâtissière, vous avez des noumènes qui ont un effet sur la sensibilité, qui ont un effet sur l'entendement. Qu'est-ce que c'est que l'expérience? Premier sens d'expérience, les expériences, c'est les sensations, qui sont des points, d'espace et de couleurs. Il n'y a pas encore d'espace et de temps. Deuxième possibilité, l'expérience, c'est ce que Kant appelle après les intuitions, les représentations qui sont associées à la sensibilité. Donc on a juste imprimé l'espace et le temps sur le donné des sensations. Et puis troisième usage de la notion d'expérience, expérience dans le sens 3, les expériences sont des intuitions qui sont conceptualisées, autrement dit, on leur a appliqué, dans la métaphore pâtissière, les catégories de l'entendement, c'est des emporte-pièces, on leur a appliqué la cause, l'effet et les autres catégories. D'accord? Et on ne sait pas, quand on lit Kant, dans quel sens, à chaque fois qu'il utilise expérience, il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas dans quel sens il utilise expérience entre les 3 choses. Et ça va avoir un impact important pour évaluer ses arguments et pour évaluer la réponse qu'il peut proposer à Hume. Okay? Et je vous le dis déjà, parce que... Donc pour Hume, quelle est la thèse de Hume sur la causalité? Rafraîchissement de la loi. Que dit Hume sur la causalité? Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de causalité, mais on a l'impression qu'il y en a eu par habitude. Si on fait le lien entre deux événements, ouais. On a l'impression qu'il y a une cause. La deuxième partie, c'est vrai, mais il n'y a pas de causalité. Est-ce que Hume dirait ça? Il n'y a pas de causalité? Carrément, pardon. Je crois qu'on juste, on ne peut pas en faire l'expérience. On ne peut pas en faire l'expérience au sens strict. Souvenez-vous que Hume, c'est un sceptique, ce n'est pas quelqu'un qui prend des positions métaphysiques très fermes. Peut-être il y en a, mais en tout cas, moi, d'après ce que je vois des conjonctions constantes. Donc, dans le premier sens de causalité, qui est celui que retient Kant, causalité qui va faire avec la notion de nécessité, A nécessite B, le mouvement de la pierre nécessite, cause l'abri de la vitre, ça on n'en fait pas l'expérience, mais par contre, comme vous disiez Charlotte, ce dont on fait l'expérience, c'est d'abord un mouvement de la pierre, plus le bruit de la vitre, puis on rejette à chaque fois une pierre sur une nouvelle vitre, à chaque fois il se passe la même chose, puis on prend l'habitude de dire, quand on jette une pierre sur une vitre, ça brise la vitre, mais ce n'est pas à strictement parler de la nécessité. Donc la thèse de Hume, c'est que on ne peut pas expérimenter la causalité dans le sens fort de la nécessité. Maintenant, dans quel sens Hume utilise expérience? C'est quoi l'expérience pour Hume? Qu'on peut percevoir à l'aide de nos sens. Et c'est quoi la grande distinction au départ chez Hume? Qu'est-ce que nous délivre l'expérience? C'est quoi la représentation de l'expérience, pour parler un peu comme Kant? On a, quand on voit, quand on entend, qu'est-ce que ça nous donne? La grande distinction de départ chez Hume, les impressions et les idées, d'accord? Donc l'expérience, elle nous donne des impressions. Vous vous souvenez, les impressions, c'est très fort, c'est vif dans notre esprit, c'est le critère central pour Hume. Tandis que les idées, c'est les choses qu'on se remémore après, qui sont beaucoup moins vives. Okay? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si vous reprenez maintenant ce schéma kantien,
et que vous vous demandez en quel sens Hume parle d'expérience, c'est très clair que Hume parle d'expérience soit dans le sens expérience 1, les sensations, peut-être l'expérience 2, sensations dans lesquelles on met du temps et de l'espace, mais clairement, Hume ne dirait pas que ça c'est de l'expérience. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça? Souvenez-vous, c'est des sensations dans le temps et l'espace sur lesquelles on met des catégories comme l'unité, etc., qui sont des catégories conceptuelles, qui viennent de l'entendement. Hume dirait ça, c'est pas de l'expérience, ici c'est des idées, okay, c'est la raison. Hein, c'est plus l'expérience, ici c'est la raison. Alors, pourquoi ça c'est important maintenant? Quand on est en train de se dire, ah, je vais leur glisser dans l'expérience la cause et l'effet, comme ça les Humiens, ils seront bien nus, on pourra leur dire, vous voyez bien qu'on peut faire de l'expérience de la causalité et de l'effet, parce que même, c'est pas simplement qu'on peut, c'est qu'on doit. La cause et l'effet, c'est des conditions nécessaires a priori de toute expérience. Mais la réponse de Hume qui se profile ici, c'est de dire, oui, enfin, c'est juste parce que tu as défini l'expérience d'une manière qui n'est pas la mienne, parce que une expérience conceptuelle, pour moi, c'est pas une expérience, ça relève des idées. Alors peut-être que tu es en train de me dire qu'il y a une idée de causalité, moi je suis pas contre ça, okay, justement, elle nous vient de l'habitude. Toi, tu dis que c'est de la nécessité, on peut débattre de ça, mais en tout cas, ce n'est pas l'expérience qui donne la causalité. Tu as juste changé le sens du terme expérience pour y glisser subrepticement la causalité, mais en fait, on ne parle pas de la même chose. L'expérience, à strictement parler, elle ne contient pas de la causalité. Okay, une fois qu'on a désambiguisé le terme d'expérience, il n'y a plus forcément de réponse claire de Kant à Hume. Okay, je vous annonce ça un peu de loin, puis on va y revenir dans un instant. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc je vous disais, ambiguïté de la notion d'expérience chez Kant, ça commence très vite. Ça, c'est la première phrase de la deuxième version de la critique de la raison pure. Et voyez comme d'emblée se glisse quelque chose, d'où l'importance de définir dans vos travaux. Que toute connaissance commence avec l'expérience, il n'y a là absolument aucun doute. Car par quoi le pouvoir de connaître devrait-il être éveillé et mis en exercice si cela ne se produisait pas par l'intermédiaire d'objets qui affectent nos sens? Donc là, Kant est en train de parler de l'expérience dans le sens 1 ou 2, l'expérience comme nous on en parle, pour ainsi dire. C'est ce qui vient des sens. Okay. Et qui, pour une part, produisent d'eux-mêmes des représentations, tandis que pour une autre part, ils mettent en mouvement l'activité de notre entendement pour comparer ces représentations, les relier ou les séparer, et élaborer ainsi la matière brute des impressions sensibles en une connaissance des objets qui s'appelle l'expérience. Et puis là, vous avez la deuxième occurrence d'expérience ici, c'est ce qui sort de l'entendement, d'accord? Vous avez l'entendement qui a fait son travail, et vous arrivez à l'expérience. Vous voyez que dans la même phrase, les premières phrases, vous avez l'expérience, c'est ce qui vient de la sensibilité, et ici vous avez l'expérience, c'est ce qui vient de l'entendement, d'accord? Ça, c'est un vrai problème si on veut confronter Kant à Hume, parce qu'il faut pouvoir les faire parler le même langage, d'accord? Or, la suspicion qui plane sur Kant, c'est qu'il a réussi, encore une fois, à intégrer la causalité dans l'expérience, au prix de changer le sens de l'expérience et d'en faire quelque chose de beaucoup plus épais conceptuellement. Bon, ça on l'a vu, je passe. Donc, un des intérêts de distinguer ces différents sens d'expérience, c'est de pouvoir évaluer la réponse de Kant à Hume. Un autre intérêt quand vous lisez Kant, c'est que vous pouvez être frappé par deux types de choses apparemment contradictoires que dit Kant. D'un côté, en certains endroits, Kant dit que les catégories de l'entendement sont appliquées sur le donné d'essence ou de l'expérience, qu'elles transforment l'expérience en une connaissance objectuelle. Donc vous auriez d'abord l'expérience, puis vous avez des catégories de l'entendement qui viennent faire de l'ordre dans l'expérience. Et un autre, dans d'autres endroits, et notamment dans la déduction transcendantale qui va nous intéresser maintenant, les catégories de l'entendement sont constitutives de l'expérience. A priori, c'est contradictoire. Okay, d'abord, dans le premier cas, vous avez d'abord l'expérience, puis les catégories de l'entendement. Ici, vous avez les catégories de l'entendement qui font partie de l'expérience. Ce n'est pas contradictoire si vous admettez que Kant utilise expérience dans deux sens différents, entre 1 et 2. Hume, je vous l'ai déjà dit. Je leur dis je lis juste la diapo. Kant veut montrer que les catégories a priori de l'entendement sont des conditions de possibilité de l'expérience. Ça, c'est l'objectif de la déduction transcendantale qu'on va voir maintenant. Mais de l'expérience dans quel sens?
Si Kant parle d'expérience dans le troisième sens, conceptuel, cette thèse est assez facile à établir, mais elle ne réfute pas le scepticisme humeien, car Hume n'utilise pas expérience dans ce sens-là. Par contre, si Kant parle d'expérience dans le premier sens, quelque chose qui vient de la sensibilité, alors ici, Hume est d'accord pour dire oui, ça c'est vraiment de l'expérience, mais c'est pas clair que Kant va pouvoir montrer que la causalité est nécessaire à l'expérience dans ce sens-là, ce sens premier ou plus restreint. Okay. Donc il y a une tension entre la réfutation de Hume et la thèse selon laquelle les catégories de l'entendement sont des conditions de possibilité de l'expérience. Okay. Ça va jusqu'ici ou ça vous casse trop la tête là? Non, c'est bon? Vous voyez bien, il faut juste garder la direction en tête. Pourquoi est-ce que Kant veut faire ça? Un de ses points, c'est pas le seul, mais un de ses points centraux, c'est de répondre à Hume. Hume dit on ne peut pas faire l'expérience de la causalité. Kant va répondre tu te trompes, mais alors radicalement. La causalité, elle est nichée au cœur de l'expérience. La causalité, c'est même une condition de possibilité de l'expérience. Tout le donné de l'expérience est informé par cette catégorie a priori de l'entendement qui est la causalité. Donc on en voit partout de la causalité. Bien, alors cette fameuse déduction transcendantale, maintenant. On va la voir rapidement parce que c'est un vrai casse-tête comme je vous le disais, je ne suis pas convaincu que ça vaille la peine de creuser dans le cadre d'un cours d'introduction ce passage compliqué. On sait ce qu'elle veut montrer, que les catégories de l'entendement sont nécessaires à toute expérience. Il y a deux faces, il y a une face objective et puis il y a une face subjective. Je vous montre juste la reconstruction telle qu'elle est traduite ici. Je me suis appuyé sur un commentateur tellement il y a de versions de cette reconstruction. Van Cleef, dont je vous parlais tout à l'heure, un livre très utile. Voici la version, disons, objective. Ce n'est pas Kant qui parle en ces termes, mais c'est Van Cleef qui reconduit comme ça de sa déduction. L'expérience d'un objet a un composant intuitif et un composant conceptuel. Ça, c'est la première prémisse. Seconde prémisse, le composant conceptuel ne peut exister que si les catégories s'appliquent à l'objet. Conclusion, les catégories s'appliquent nécessairement à tout objet de l'expérience. Okay. Donc la première prémisse, c'est la prémisse cruciale ici. Quand vous faites l'expérience de quelque chose, vous avez des éléments intuitifs, autrement dit l'espace et le temps, et vous avez forcément aussi des éléments conceptuels. Okay. Et maintenant, quand on dit deuxième prémisse, ces éléments conceptuels, ils peuvent venir que de l'entendement, que des catégories. Donc les catégories s'appliquent nécessairement à tout objet de l'expérience. Okay. Est-ce que j'ai une citation là-dessus? Très bien. Je n'ai pas de citation. Est-ce que vous voyez... Donc le but, encore une fois, c'est de montrer que les catégories de l'entendement s'appliquent nécessairement à tout objet de l'expérience. Ça, c'est l'argument de Kant. Si vous avez à évaluer cet argument, quelles objections vous pourriez faire? Jean? C'est pas tellement pour cette question, donc oui, imager ça, ou composant intuitif et composant conceptuel, Ok. pas, il faut que j'ai une question. Là, c'est bleu, okay, c'est carré, c'est mou. Ça, c'est les composants intuitifs. Okay. C'est une chaise, c'est un artefact. Ça, c'est les composants conceptuels. Ça va mieux comme ça? Ouais. Donc, toute expérience, dit Kant, a les deux aspects. Elle ne peut avoir l'aspect conceptuel que si des catégories s'appliquent à l'objet. Donc, des catégories s'appliquent nécessairement à tout objet de l'expérience. Thomas. Mais s'il fallait attaquer, en fait, je ne sais pas vraiment comment je le fais, mais je dirais que les deux. Je ne sais pas, par exemple, disant que c'est pas nécessaire que les catégories doivent s'appliquer à l'objet pour que le composant puisse exister. Enfin, il y a peut-être des trucs intrinsèques, des choses intrinsèques à l'objet qui fait qu'il est tel que, et qu'il y a par exemple d'appliquer des composants conceptuels. Je ne sais pas si on pourrait avancer quelque chose dans ce côté-là, mais en les deux prémices, c'est plutôt la deuxième que j'attaquerai. Donc, ce qu'il faudrait dire pour la deuxième prémisse, c'est de dire il y a un certain nombre de concepts qui sont appliqués à l'objet, être une chaise, pour reprendre l'exemple que je donnais à l'instant, qui ne viennent pas des catégories a priori de l'entendement, mais qui sont détectées dans l'expérience, c'est ça?
par exemple. Ouais. Ça, c'est une stratégie possible. Vous avez aujourd'hui un débat intéressant en philosophie de la perception parmi beaucoup, c'est de savoir, question, qu'est-ce qu'on voit? Comment décrire ce qu'on voit? Vous avez des gens qui sont très minimalistes, qu'on appelle aussi parfois conservateurs en ce qui concerne le contenu perceptif, qui disent Hume était comme ça, il était aussi conservateur politiquement, mais il était conservateur par la perception, dans le sens où ils disent que le contenu perceptif, on l'a vu assez longuement, pour lui c'est très minimal, le contenu visuel, c'est des taches de couleurs qui sont localisées dans l'espace. D'accord? Et puis vous avez des gens qu'on appelle plus libéraux en ce qui concerne la question de savoir ce qu'on voit, qui disent ah non, on ne voit pas que des taches de couleurs dans l'espace, là je vois des êtres humains, je vois peut-être même des émotions, vous pouvez voir des espèces, vous pouvez voir un arbre, vous pouvez voir une voiture, etc. Donc dans le contenu perceptif, il n'y aurait pas simplement des couleurs, mais il y aurait des espèces. Si vous allez dans le sens des libéraux, vous pourriez dire non, non, ça je peux voir que c'est une chaise sans forcément avoir besoin des catégories de l'entendement. En fait, ma sensibilité est plus riche que ce que dit Kant. Okay, ça serait une réponse possible. Thomas et après Jean. Du coup, je me demande, est-ce qu'on pourrait, pour embêter peut-être pas, dire que nos catégories s'appliquent à l'image de l'objet et pas à l'objet en soi? Ce qui fait que. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien, mais ça l'embêterait pas tellement en fait. Parce qu'il dirait oui, tu reformules ma thèse. C'est Kant qui vous tutoie, moi je me permettrai pas. Hein. Tu reformules ma thèse en d'autres termes, en termes d'image. Moi je parle de phénomène quand toi tu parles d'image. Donc effectivement, c'est pas les objets, mais les objets dans la nouvelle formulation, les objets ça les nous mène. Les images, c'est les phénomènes, mais si vous traduisez tout, c'est exactement la thèse originelle. Ouais. Jean. Mais pour m'arrêter, parce que j'ai pas compris tout ça, mais moi, du coup, l'expérience, c'est émis par les choses en soi. Ça vient avec nous. Oui. Mais intuitivement, d'un P1, le composant conceptuel, moi, j'ai plutôt l'impression que ça vient de nous et on l'applique. C'est un flic. Ouais, je sais pas comment dire. C'est pas l'objet qui le renvoie avec nous, c'est l'un. Ah oui, alors pardon, j'ai dit oui trop vite sur votre première question. Pour Kant, l'expérience, c'est courant ou contre-courant. Donc vous avez un tout petit truc qui vient de l'extérieur, c'est minimal, c'est les sensations, le matériau brut des sensations. Des couleurs, des sons, une grande cacophonie, d'accord? Et puis ce qui vient de vous après, ça c'est le contre-courant, c'est tout ce que nous on apporte à l'expérience, c'est l'organisation dans l'espace et dans le temps, ça c'est l'intuition, puis l'organisation en termes causal, unité, inhérence, etc., ça c'est l'entendement. Okay, c'est les deux phases où on met de l'ordre dans le matériau brut des sensations. Un objet, c'est pas forcément indiqué par l'objet. Un mélange. Ah non, non. C'est aussi pour ça que je vous donnais les trois sciences d'expérience avant. Ah, ici, hein? Là, vous êtes en train de vous dire l'expérience d'un objet, elle est là. Oui, parfois, quand il parle comme ça, il dit l'expérience, c'est juste les sensations. Mais en général, quand il parle d'expérience, c'est plutôt dans le sens 2 et 3. Okay, donc, il y a déjà une contribution de notre part. D'accord? Mais socialement, j'ai l'impression qu'il y a un sens comme ça. C'est plutôt ça, je crois. Non, parce que regardez, c'est des flèches. Ça, c'est une forme d'ordre logique, c'est même pas temporel, ou peut-être c'est temporel, il y a une discussion là-dessus, mais ça, oui, c'est nous, ça, c'est nos mains, ça. Hein, c'est nous qui faisons, c'est nous qui étalons dans l'espace et dans le temps. C'est nous qui mettons les formes a priori de l'entendement. Okay, donc, il y a notre intervention ici. Sans notre intervention, il n'y a pas d'expérience pour Kant. Ça, c'est la clé la clé du schéma conscient, d'accord? On contribue énormément à tout ce qu'on voit. Pas tout à fait totalement, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay. On ne trouve dans l'expérience que ce qu'on y met. Ça, c'est la grande formule de Kant, quoi. Moi, comme j'ai compris, sensibilité de l'environnement, c'est comme si on raffinait l'expérience, la première expérience qu'on fait. C'est toujours l'expérience, mais l'expérience raffinée. Et justement, non. Ce que je voulais dire, c'est le concept, peut-être qu'on le. Je sais pas comment dire. Oui. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Alors, c'est l'occasion pour moi de préciser un point peut-être important pour bien comprendre Kant. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Mathéo m'a posé la question, qu'est-ce que c'est l'apport de Kant, pourquoi il a eu tellement d'influence, une des réponses, c'est de dire, mais en fait, quand on étudie la perception empiriquement, on se rend compte que la perception varie beaucoup selon les différentes espèces, selon les différentes personnes, en raison de la manière dont notre appareil perceptif, visuel par exemple, traite les signaux lumineux, les transduit en signaux nerveux, etc. Alors, il y a deux manières de dire ça. Il y a une manière qui est de dire
tout ce que fait notre appareil perceptif, c'est filtrer. Vous avez utilisé un terme un peu comme ça maintenant, je crois. C'est juste dire, c'est retenir les choses qui sont intéressantes. Donc, quand vous filtrez, vous créez rien, d'accord? Vous imposez rien. Vous dites juste, non, moi les ultrasons, ça m'intéresse pas, les infrasons, ça m'intéresse pas, l'ultraviolet non plus. Je vais retenir juste les choses qui viennent de l'extérieur, qui sont pertinentes pour la survie, typiquement, de notre espèce, d'accord? Ça, c'est juste du filtre, ok? Donc, une manière de voir notre système cognitif qui n'est pas kantienne du tout, c'est de dire, qu'est-ce que c'est notre système cognitif? C'est un super filtre qui nous débarrasse de toutes les choses inutiles et qui retient juste les choses pertinentes dans l'environnement. Mais ce que Kant dit, c'est que l'appareil cognitif, c'est pas juste un filtre, d'accord? C'est un filtre qui rajoute des saveurs, pour ainsi dire, d'accord? C'est même un filtre qui comment dire, non, je pense à un filtre à café, mais c'est du filtre de café plein de café, c'est ça qui donne le goût, en fait, c'est tout ce qu'on voit dans l'expérience, sauf l'eau au départ, qui est ce truc un peu, mais tout le reste, ça vient du filtre et du café qui rajoute des choses, d'accord? D'où mon terme raffiné, en fait. D'où votre terme raffiné. Donc l'expérience dans le sens de Kant, c'est pas raffiné, c'est rajouter plein de choses qui viennent de nous. Okay. Sinon, on ne peut pas comprendre comment on peut sauver les mathématiques. Okay. Parce qu'il faut pouvoir trouver dans l'expérience ce qu'on y met, et c'est ça qui va permettre de justifier la validité des jugements synthétiques a priori. Ça va? Mathéo? J'avais une idée de parler d'attaque P1. Oui, je reviens à l'argument. À mon avis, ce qu'on pourrait dire, si on reprend l'exemple de la chèvre, c'est qu'au fond, on ne voit pas la chèvre. Ce qu'on voit, c'est les couleurs des formes, et après, c'est une manière d'organiser ou de nommer l'expérience, mais qui n'est pas dans l'expérience, la chèvre. Oui, donc une manière d'attaquer P1, c'est de dire, ici tu utilises expérience, ce serait une réponse humienne, de dire utilise expérience dans un sens trop large, okay, qui est plutôt qui relève de la raison. Toi-même, tu dis, Kant, que c'est de l'entendement, donc c'est pas légitime de parler d'expérience ici. Hein. Donc ça, c'est une réponse possible. Alors, l'autre réponse vers laquelle je voulais vous emmener, c'est de dire, d'une certaine manière, cet argument, il présuppose qu'on veut montrer. Donc, on veut montrer que les catégories de l'entendement s'appliquent à tout objet de l'expérience, et puis on part du présupposé que tout objet de l'expérience a un composant conceptuel. Mais c'est un peu admettre d'emblée la chose cruciale. Est-ce que c'est vrai que tout composant de l'expérience que toute expérience a un composant conceptuel? Okay. Une fois que vous avez mis les concepts au cœur de l'expérience, ça ne sert à rien de crier triomphalement, maintenant je vous ai prouvé qu'il faut des catégories de l'entendement. Forcément, vous avez admis au départ que les concepts sont au cœur de toute expérience, que toute expérience est conceptuelle. Donc ce n'est pas un grand progrès de montrer que les catégories de l'entendement, que Kant appelle des concepts, comme par hasard, vont être au cœur de l'expérience. Donc, le doute au sujet de cet argument, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est un argument qui présuppose tacitement, de manière un peu cachée, la chose qu'on cherche à montrer. Voilà, donc ça, c'est les deux objections. La deuxième objection, c'est celle que vient de mentionner Mathéo. Prémisse 1, il utilise l'expérience dans un sens qui n'est pas vraiment le même sens dans lequel Hume utilise l'expérience, dans le sens de quelque chose de conceptuel. Et puis, autre objection à la prémisse 1, si on présuppose, enfin, ce n'est pas à la prémisse 1, mais c'est à l'argument, si on présuppose d'emblée que l'expérience est conceptuelle, ce n'est pas une surprise gigantesque de conclure que dans toute expérience, pour toute expérience, l'entendement est nécessaire. Okay. L'entendement, c'est la faculté des concepts, donc forcément, c'est presque un peu facile. Je vais vous épargner la déduction transcendantale dans son version subjective. Je vous la laisse là. Je n'avais pas prévu de la discuter. C'est une des choses qui est très discutée. Je pense que c'est plus intéressant et plus fécond, dans le petit quart d'heure qui nous reste, de revenir maintenant à l'opposition entre Hume et Kant. Et c'est précisément sur la causalité et l'induction que Kant pense avoir trouvé une réponse à Hume. Donc on a dit, vous avez bien formulé au début du cours, quel est le but de Kant? C'est de sauver la connaissance synthétique a priori, et c'est en particulier, c'est de sauver les mathématiques, l'arithmétique et la géométrie. Mais il y a un but subsidiaire pour Kant, c'est de répondre au scepticisme de Hume. Okay. Ce n'est pas des buts très différents, parce que Hume dit, il n'y a que des connaissances, toutes les connaissances synthétiques sont a posteriori. Kant dit, non, regarde les mathématiques. Maintenant, l'autre aspect de la philosophie d'Hume, c'est son scepticisme au sujet de deux choses.
et on a vu que ces critiques étaient entremêlées, liées, mais elles sont bien distinctes. D'une part, la causalité, une relation nécessaire entre la cause et l'effet. Pour Hume, comme l'a rappelé Charlotte tout à l'heure, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que, enfin, il n'y a pas ça. Dans l'expérience, il n'y a pas ça. On ne voit pas de relation nécessaire. On peut continuer à parler de causalité si on veut, mais il faut la redéfinir en termes de conjonction constante. Et puis, le deuxième grand problème de Hume, c'est le problème de l'induction. Comment se fait-il que sur la base de l'observation d'un nombre limité de cas, on arrive à formuler des lois qui se prétendent valoir généralement au-delà des autres cas? Okay. Comment se fait-il que sur la base du fait que vous avez toujours vu le soleil se lever, vous pouvez être sûr que le soleil va se lever demain? Alors, question maintenant. Kant annonce fièrement et triomphalement à différentes reprises que grâce à sa nouvelle philosophie transcendantale, on a une réponse à Hume. Mais en réalité, quand on cherche exactement quelle est la réponse de Kant à Hume, on se prend rapidement les pieds dans le tapis. Et il y a une grande littérature, je vous ai mis quelques commentaires ici, de personnes qui essayent de savoir exactement quelle est la réponse de Kant à Hume. Il a l'air d'être très sûr de l'avoir, mais quand on le lit, on n'est pas sûr de savoir en quoi consiste cette réponse. Et en particulier, au sujet de la causalité, il y a deux principes que Kant semble vouloir défendre, et on ne sait pas exactement lequel ou les deux il veut défendre. Est-ce qu'il veut défendre le principe selon lequel tout événement a une cause? Okay. Défendre ce principe contre l'attaque humienne, ou défendre de l'attaque humienne le second principe qui est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça, c'est un premier doute sur ces questions-là. Donc comment est-ce que nous, on va faire, et ce sera la dernière partie de cette présentation, la philosophie théorique de Kant, je vous rassure. Après, on passera à la philosophie pratique qui est beaucoup plus aisée à saisir, en un certain sens, qui a certaines radicalités, mais qui est beaucoup moins abstraite que toute sa philosophie théorique. Ce qu'on va faire maintenant, brièvement, présenter les points sur lesquels Kant et Hume sont d'accord. On va se demander si la critique de Kant est consistante, et puis voir si elle contredit Hume. Alors, quels sont les points d'accord entre Kant et Hume, pour commencer? Ils sont d'accord sur les faits suivants. Ils sont d'accord l'un et l'autre sur le fait que Hume a soulevé un problème central. Évidemment qu'Hume il est d'accord avec ça, mais Kant pense aussi que Hume a soulevé un point important. Souvenez-vous, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? C'est quoi? C'est le réseau qui m'embête? Non, ça marche. Ok. Que disais-je? Oui, souvenez-vous de la citation célèbre de Kant. J'avoue de grand cœur que c'était l'avertissement donné par David Hume que je dois d'être sorti depuis bien des années déjà du sommeil dogmatique et d'avoir donné à mes recherches philosophiques dans le champ de la spéculation une direction toute nouvelle. Okay. Donc, merci Hume d'avoir ouvert mes yeux. Kant et Hume sont d'accord par ailleurs sur le fait que la relation entre les causes et les faits, au moins entre la cause et les faits, autrement dit la causalité, dans le sens premier, c'est une connexion nécessaire. Okay. Vous vous souvenez qu'Hume va redéfinir la causalité, mais au départ, quand il dit la causalité, on ne l'aperçoit pas, c'est dit on ne l'aperçoit pas en tant que relation nécessaire. Donc, la causalité, c'est bien une relation nécessaire entre la cause et les faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a la cause, nécessairement l'effet s'ensuit. D'accord? Il ne peut pas y avoir la cause et de temps en temps l'effet, de temps en temps pas l'effet. Ce n'est pas un facteur de chance que les faits suivent la cause. Ça n'est pas contingent. Les deux sont d'accord pour dire que la relation entre la cause et les faits, ça n'est pas une relation analytique. D'accord? Vous ne pouvez pas scruter le concept de cause et en déduire le concept d'effet. Prenez n'importe quelle cause, le soleil réchauffe le lac. Si vous regardez le concept de soleil, vous n'arrivez pas à en déduire le fait que le lac va se réchauffer. Ils sont d'accord, enfin, les deux, pour dire que les relations de nécessité causale, autrement dit les lois, ne peuvent être connues juste sur la base de l'expérience.
Kant va dire que vous ne pouvez inférer une connexion nécessaire, ce qu'il appelle de l'universalité stricte, de l'observation de conjonction constante. Donc les deux sont d'accord pour dire si à chaque fois qu'on voit un corps, à chaque fois qu'on lâche un corps, il tombe, à chaque fois qu'on lâche un corps, il tombe, on recommence, ça ne nous permet pas d'inférer que nécessairement, quand on lâche un corps, il va tomber. Les deux sont d'accord enfin pour dire que les liaisons causales entre choses ne peuvent pas être connues de manière a priori. On ne peut pas regarder les choses, ça redit un peu ce que j'ai au troisième point. Vous ne pouvez pas connaître a priori le fait que le soleil va réchauffer le lac. Okay. Voici ce que dit Kant ici, je lis juste le passage en gras. Car ce concept de causalité exige absolument que quelque chose A soit de telle sorte qu'une autre chose B en résulte nécessairement, et selon une règle purement universelle. Okay. Ça, c'est la nécessité de la causalité. Sans doute les phénomènes fournissent-ils des cas qui rendent possible une règle selon laquelle quelque chose se produit de manière habituelle, mais jamais ils ne permettent d'établir que le résultat qui s'ensuit est nécessaire. Ça, c'est Kant. Les phénomènes, si vous avez juste les phénomènes, vous ne pouvez pas savoir ce qui va s'en suivre de manière nécessaire. Okay. C'est Kant, mais quand vous lisez ça, vous pouvez vous dire, mais c'est Hume, c'est la même chose, d'accord? Kant reprend exactement la thèse de Hume. Si vous voyez la cause, vous voyez le mouvement de la première boule, vous ne pouvez pas être sûr que la deuxième boule va bouger. L'expérience ne vous donne pas ça. Ok. Et voici encore ce que dit Kant. Hume démontra d'une façon irréfutable qu'il est complètement impossible à la raison de penser a priori et par concept une pareille liaison, la liaison de la cause et de l'effet, car cette liaison enveloppe la nécessité et l'on ne saurait concevoir comment, par cela seul que quelque chose est, quelque chose d'autre devrait être de toute nécessité, et comment le concept d'une pareille liaison pourrait se déduire a priori. Alors, si vous avez bien suivi ces points jusqu'ici, vous devriez vous hâter de soulever l'objection suivante. Mais comment Kant n'est pas en train de se contredire? Pourquoi? Il est en train de nous dire qu'on ne peut pas connaître la nécessité de manière a posteriori, la causalité de manière a posteriori, okay? Parce que là, il reprend Hume. Si vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est des conjonctions constantes, pas de la nécessité. Il dit on ne peut pas la connaître de manière a priori non plus, parce que vous ne pouvez pas déduire l'effet de la cause. Okay? Si vous regardez la pierre qui tombe, vous ne pouvez pas déduire le fait qu'elle va casser la vitre. Et pourtant, il maintient qu'on peut connaître... Et pourtant, il maintient qu'on peut connaître la causalité. Alors, il n'y a pas 100 000 façons ici de faire. La seule façon, si c'est vraiment ce que maintient Kant, c'est de dire il y a une connaissance qui est ni a posteriori, ni a priori. Okay, il n'y a pas mille échappatoires. Mais évidemment, il n'y a pas d'autre connaissance qu'a priori et a posteriori pour Kant. Okay. Donc, comment est-ce qu'il peut maintenir ça? C'est la première difficulté quand on essaie de comprendre la réponse de Kant à Hume. Comment est-ce que Kant concède à Hume le fait que la causalité ne peut pas être connue de manière a posteriori? Comment est-ce qu'il maintient qu'elle ne peut pas être connue de manière a priori? Et malgré tout, il maintient qu'elle est connue. Okay. Et il maintient par ailleurs qu'il n'y a pas d'autre connaissance qu'a priori et a posteriori. Il semble s'être mis dans un vrai cul-de-sac et on ne comprend pas comment il s'en sort. Je vais vous dire dans un instant une solution possible, mais ça fait l'objet de nombreuses discussions de la part des commentateurs. Et puis, la question subsidiaire ici, c'est de dire, même si Kant ne se contredit pas, est-ce que vraiment il a répondu au scepticisme de Hume? Alors, est-ce que Kant se contredit sur la causalité? Est-ce que vous avez une solution pour... on arrêtera là-dessus. Est-ce que vous voyez comment Kant peut concilier ces affirmations que la causalité, on ne peut pas la connaître a priori, on ne peut pas la connaître a posteriori, mais qu'on peut la connaître quand même? Comment est-ce qu'il pourrait sortir de cette chose frappante? Ça paraît bizarre comme ça, mais quand vous êtes dans un cul-de-sac, il y a une stratégie qui marche souvent, c'est d'introduire des distinctions. Mathéo. Je me demandais si ce n'est pas la connaissance de la causalité dans le cas X ou la causalité en général. Il prédit qu'on peut connaître la causalité en général, mais pas dans le cas X. Très bien, c'est exactement la direction de la solution proposée ici. Lorsque Kant nie que les énoncés causaux, et c'est juste, je veux juste dire ici que c'est une proposition d'interprétation qui me semble être la plus plausible, et ainsi qu'un certain nombre de commentateurs, mais il y a d'autres manières de sortir de ce problème. Hein. Donc Kant n'est pas complètement clair sur ce qu'il a en tête, sur le fait que ce que je vais dire maintenant est ce qu'il veut dire, mais si on lui attribue cette thèse, au moins on a l'avantage de ne pas lui attribuer une thèse contradictoire. Donc, quelle est la thèse que je propose de lui attribuer? Lorsque Kant nie que les énoncés causaux peuvent être connus de manière a priori, ce qu'il a en tête, c'est des lois causales particulières.
à savoir des lois qui relient des causes spécifiques à des effets spécifiques. Le feu cause la fumée, le soleil cause le lac à se réchauffer, les vibrations causent des avalanches, etc., etc. Ça, vous ne pouvez pas le connaître de manière a priori. D'accord? Donc il faut expliquer comment on peut le connaître maintenant. Mais on ne peut pas connaître ces lois causales particulières a priori. Okay. C'est bien des lois synthétiques et il va falloir les découvrir a posteriori par induction. Par contre, lorsqu'il affirme que les énoncés causaux peuvent être connus de manière a priori, ce que Kant a en tête, ce n'est pas des énoncés causaux particuliers, mais des énoncés causaux généraux. Qu'est-ce que ça peut être un énoncé causal général? Donc un énoncé causal particulier, c'est le soleil cause la chaleur. Vous voyez ce que ça peut être un énoncé causal général? Qu'on pourrait découvrir de manière a priori sans regarder dans le monde, Cyril? Toute cause a un effet. Exactement. Toute cause a un effet ou tout effet a une cause. Okay, tout changement a une cause. Hein, souvenez-vous, c'est un des exemples prototypiques des énoncés synthétiques a priori pour Kant. Okay. Donc, ça nous donne la chose suivante. On peut connaître un certain nombre de choses de manière a priori, du type tout changement a une cause. Okay. Mais maintenant, les lois particulières de la physique, ça, on doit les connaître forcément a posteriori. Là, j'ai pris des lois toutes simples, hein, mais si vous prenez les lois de Newton, si vous prenez des lois biologiques, si vous prenez les lois de la relativité restreinte générale, un grand nombre d'entre elles, pas toutes, sont des lois causales. Ils disent à quelles conditions quelque chose cause quelque chose d'autre. Ces lois-là, Kant serait bien fou de dire on peut les découvrir a priori. Effectivement, il ne va pas aller dans les labos de physique en disant... Il pourra aller voir le recteur et dire, écoutez, j'ai fait de la philosophie, je peux vous dire quelque chose, on peut économiser beaucoup, vous balancez tous les appareils de mesure, et pour aller au CERN et dire, fermez tout, ça ne sert à rien. Si on réfléchit bien sur les catégories de notre entendement, on va pouvoir savoir s'il y a un graviton, s'il y a... Évidemment que ce n'est pas la thèse de Kant, d'accord? Donc, il y a bien une expérience qui est nécessaire pour faire de la physique. Cette expérience, elle est nécessaire pour nous donner ces lois-là, okay. Mais il y a quand même une physique a priori pour Kant qui nous permet de savoir... de connaître de manière a priori des énoncés du type tout changement a une cause. Okay. Si vous dites ça, vous comprenez pourquoi Kant dit à la fois que la causalité ne peut pas être connue a priori ni a posteriori. La causalité ne peut pas être connue a priori si on entend par causalité des lois causales spécifiques, et elle ne peut pas être connue a posteriori si on entend par causalité des lois causales générales, comme ça, des règles causales, des principes causaux généraux. Okay. Donc là, vous évitez la contradiction pour Kant. Okay. Donc ça, c'est ce qui semble être la solution la plus plausible pour Kant. Mais, et je termine là-dessus maintenant, vous voyez que si vous dites ça, vous avez un autre problème qui se profile maintenant, qui est que cette loi-là, le soleil cause la chaleur, ou toutes les lois de la physique qu'on conçoit comme des lois nécessaires, elles sont connues par l'expérience, okay, et vous retombez dans le problème de Hume pour ça. Comment est-ce que Kant va pouvoir maintenir que ça, c'est des lois nécessaires? Que ça, c'est des lois causales dans le sens d'une causalité où le soleil nécessite le lac à se réchauffer, que la vitre nécessite le bris de la... la pierre nécessite le bris de la vitre. Donc le problème de Hume, il n'est pas résolu si vous faites ça. Hein. Au moins, il ressurgit pour les lois causales spécifiques. Je sens que c'est trop de Kant pour vous aujourd'hui. Descartes disait, faut pas faire plus, à la princesse Elisabeth, il ne faut pas faire plus d'1 heure de métaphysique par jour. C'était peut-être même une demi-heure. Kant, il faut peut-être descendre à 10 minutes. Alors forcément, si vous avez 1h30, ça fait beaucoup. Mais reprenez ça posément. Je conclue rapidement la prochaine fois sur la philosophie théorique de Kant, et on passe à sa philosophie pratique, qui sera beaucoup plus accessible et intuitive à certains égards. Merci pour votre attention, et très bonne semaine. Thank you.